Posé dans une plainte des mots, c'est passé du récit militaire, de l'article de presse, du récit des familles à une dimension judiciaire qui pose des faits, qui établit des faits, qui peut-être juge des faits. Et nous savons que certains faits historiques sont passés aussi par des procès historiques. Lorsque nous avons décidé avec le président de France Israël, Ariel Amar, de déposer cette plainte, nous avions déjà préalablement saisi la justice de faits concrets et précis qui visaient, pour des faits de complicité de crimes contre l'humanité, les journalistes qui avaient accompagné, filmé et diffusé les photos des crimes contre l'humanité commis par les terroristes du Hamas. Ces journalistes, leurs noms étaient cités et on a visé dans cette première plainte United Press, puisque ceux-ci étaient affiliés à cette agence de presse. Dans le même champ de réflexion, lorsque des informations commençaient à monter concernant l'UNRWA, nous avons pu constater que, tout d'abord, des employés de l'UNRWA étaient nommément visés, cités, et que leur nom apparaissait publiquement. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre, on pouvait, à ce stade, commencer à poser des faits, établir des faits à l'encontre de personnes nominatives. Ça, c'est la démarche judiciaire qui a été faite et employée. La plainte a été déposée le 9 février. Est-ce qu'on réalise aujourd'hui, nous ne sommes que le 5 mars, à même pas un mois, le nombre d'éléments, de révélations qui ont été faites autour de l'UNRWA? Alors, certains nous ont dit, mais en fait, s'attaquer à l'UNRWA, soit c'est un pari fou audacieux, soit c'est beaucoup de courage. D'abord, j'ai envie de dire, c'est une vision très précise, très concrète, de faits qui seront probablement des faits historiques, mais de crimes contre l'humanité qui ont été commises par des personnes dont les noms sont là, posés dans le rapport. Deuxièmement, c'est aussi dire ce que certains évoquent depuis des années, c'est-à-dire la porosité qui existe entre l'UNRWA et le mouvement terroriste Hamas. Qu'est-ce qui permet de penser que l'UNRWA ne pouvait ignorer, et pour aller plus loin, que l'UNRWA était informée de ce qui se passait dans ses murs avec ses salariés? Tout d'abord, le mouvement terroriste Hamas, c'est un mouvement qui est, si je puis dire, bien fiché sur le plan international, sur la liste des mouvements terroristes. C'est-à-dire que l'UNRWA ne peut pas dire « j'ignorais qu'ils étaient terroristes ». Les mêmes organisations internationales dont font partie l'UNRWA fichent le Hamas comme mouvement terroriste. Deuxièmement, c'est, il faut le savoir, une connaissance, si cette plainte va jusqu'au bout, ce que nous souhaitons, des circuits financiers. Au regard des centaines de millions d'euros reçus par l'UNRWA, l'affectation de cet argent permettra, nous le pensons, d'établir qu'une partie des fonds est allée, non pas vers une cause tout à fait noble et totalement humaniste qui est promouvoir les droits de l'homme dans une région spécifique, mais est allée en direction d'aide ou d'assistance, selon la formule juridique, à des actions dites terroristes. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est, je crois, l'attitude de beaucoup de salariés de l'UNRWA qui ont révélé finalement leur point de vue dans un groupe Telegram
groupe Telegram dans lequel il y a plus de 3000 personnes. Et quand on voit leur réaction au regard des faits du 7 octobre, eh bien, en France, on aurait largement poursuivi toutes ces personnes pour, au minimum, apologie du terrorisme. Donc, on comprend qu'il n'y a pas de rejet de leur part, mais plus encore, ils sont très heureux de ce qui s'est passé. Ce qui signifie que certains sont passés à l'acte. Nous avons la situation de Ayelet et de son fils, qui a été une des premières séquences qui a été révélée. J'ai pu entendre les écoutes, sonorisations des téléphones des terroristes, lorsque deux terroristes parlent entre eux et expliquent dans le contexte que ceux-ci doivent faire attention aux F-16 israéliens, que des explosions étaient à côté d'eux à 100 mètres, et que l'un d'eux, dont Hillel a cité les noms, eh bien, expliquait à cet autre terroriste qu'il avait réussi à enlever une femme. Et là, on comprend qu'on est dans toute cette chaîne de responsabilité, c'est-à-dire l'enlèvement, c'est-à-dire l'enlèvement d'une femme spécifiquement, c'est-à-dire la possibilité du viol ou des viols répétés, réitérés de cette femme, et c'est-à-dire aussi peut-être l'assassinat de cette femme. Et on est véritablement dans le mécanisme même de la notion juridique de crime contre l'humanité. On est véritablement dans ce qu'on voit comme étant une chaîne qui est révélée. Si c'est trop long, ok. De cette chaîne qui est révélée de ce crime contre l'humanité. Alors pourquoi la France? D'un mot, parce que la France a une compétence universelle, parce que la France a jugé des génocides comme le génocide rwandais, parce que la France a jugé des exactions commises en Afrique dans des pays comme la RDC, République démocratique du Congo, et donc pourquoi la France ne serait-elle pas en mesure de juger des crimes contre l'humanité commises par des agents d'une agence onusienne? Est-ce que la France, pardonnez-moi cette expression, se débinerait de ne pas aller jusqu'au bout? Est-ce que la France se déshonorerait de ne pas mener des investigations autour de ce crime contre l'humanité? Eh bien, c'est pour cela que nous avons mis la justice et d'une certaine manière mis la France devant ses responsabilités de mener des investigations, ses responsabilités d'identifier, établir les faits, juger les auteurs, ses responsabilités de condamner les auteurs. C'est ce que nous attendons et d'une certaine manière, justice sera faite. Je vous remercie.